Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Qu'est-ce que vous faites, Doc? Je fais le plein. Le cours du pétrole au plus bas depuis 4 ans. Et on se demande pourquoi cette baisse ne se voit pas à la pompe. Les prix font presque mal aux yeux. Les usagers serrent les dents. Oui, j'ai remarqué que c'était reparti à la hausse. C'est une augmentation qu'on est obligé de subir parce qu'en fin de compte, on a besoin du véhicule. Dès le 1er janvier, les prix à la pompe devraient augmenter de 4 à 6 centimes le litre. Plus augmente la RATP, les billets, tout. Mais ils sont fous ces gens ou quoi? Amis, bonjour chers amis, vous êtes sur Sud Radio avec Perico Légas. Aujourd'hui nous allons passer 2 heures intenses de grandes informations ensemble. Je suis assisté par Maud Koffler qui me souffle mon texte quand je l'oublie, voilà. Et il y a le duo infernal Delmas et Galasso qui vont vous accueillir, qui réalisent l'émission et qui vont prendre vos appels. Et c'est Manuel Galasso qui va prendre vos appels au 0826 300 300. Je suis persuadé que vous aurez besoin de manifester votre colère ou votre joie en entendant ce qu'on va vous annoncer. Vous l'entendiez à l'instant, oui, ça recommence, le prix du carburant, l'essence à la pompe qui repart à la hausse. On voit la fluctuation des prix du pétrole, ça baisse, ça descend. Et là, tout d'un coup, vous avez vu, ils nous le font en douce, tout doucement, 2-3 centimes par-ci, 3 centimes par-là. Et là, il y a des postes ou des stations d'essence où on a passé les 2 euros. Nous verrons avec Pierre Chasselet, vous savez, le délégué général de 40 millions d'automobilistes, est-ce qu'on peut contourner cette augmentation. L'année le bœuf ne trouve plus à se loger. Alors c'est pas un problème de SPA, c'est la guerre des crèches qui repart de plus belle et attise les passions. Est-ce qu'on peut installer ou pas une crèche dans un édifice public, dans une mairie? Est-ce qu'une crèche est un symbole religieux? Est-ce que c'est un emblème idéologique qu'il faille repousser vers des rétro satanas? Nous en discutons avec le maire de Perpignan, Louis Alliot, qui a été confronté à ce problème. Nous reviendrons avec vous, ma chère Maude, sur l'idée d'un label de bien-pensance qui va distinguer les bons des mauvais journalistes. À l'initiative du président de la République, très soucieux que ses compatriotes reçoivent une information de qualité conforme à la réalité et pas des considérations qui le mettraient un petit peu à mal. Veuillez cacher cette citation que je ne saurais lire dans un livre scolaire. Eh bien, une phrase, c'est le médecin malgré lui de Molière. Il y a une scène de ménage, un moment où le mari bastonne sa femme, Sganarelle, et l'éditeur a sucré la phrase sans prévenir. Voilà, on verra ce qu'il en est. C'est assez étonnant, comme si les enfants n'étaient pas capables d'apprécier par eux-mêmes, ou surtout le prof, de dire voilà ce qui s'est passé. À l'époque, c'était comme ça. Nous allons parler d'une poupée pornographique. J'ai toujours du mal. Poupée pornographique qui est en vente. Pédopornographique. Pédopornographique. Heureusement que vous êtes là pour. Ce sont des termes que j'utilise très rarement. Moi aussi, ça peut vous rassurer. Mais... non, voilà, un acheteur s'est fait épingler. Il s'est fait interpeller. Le colis a été intercepté, lui interpellé. Il passe au tribunal le 2 janvier prochain à Aix-en-Provence. On va décrypter cette affaire. Puis quand même une grande et heureuse nouvelle. La France redevient championne du monde du pâté en croûte. On dit pâté croûte. C'est pas bon pour la ligne, ça. Alors c'est pas vrai, c'est du médicament, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Maud, arrêtez de blasphémer contre le pâté en croûte. Mais j'adore. Jusqu'à présent, c'était les Japonais qui étaient premiers. Mais formidable. Alors, si vous voulez manger français aujourd'hui, vous allez avec un cuisinier japonais. Ils sont amoureux des traditions, ils comprennent pas comment on peut s'éloigner. Enfin voilà, on célébrera le championnat du monde remporté par la France du pâté en croûte. Et puis là, de 13 à 14 heures, un sujet très très sérieux. Nous serons avec la psychanalyste Sonia Zadig et elle nous racontera ce qui se passe quand on fait de l'apostasie. C'est-à-dire qu'on renonce à la religion, ça a toujours existé dans toute religion, mais quand il s'agit de l'islam, c'est un petit peu plus compliqué. Elle nous racontera, voilà, 243 cas. On va pas tous les citer, mais voilà, elle décryptera la difficulté que cela suppose et les souffrances que ça peut engendrer. Voilà le programme du jour. Restez avec nous et appelez-nous au 0826 300 300. Emmanuel Galasso, il est là, je le vois, il attend votre appel, il a décroché, il est prêt à vous répondre. Sud Radio, la France dans tous ses états. L'humeur de Perico. Alors, ma chère Maude, oui. Vous auriez pu me dire que l'extrême droite avait gagné les élections en Angleterre. J'étais pas au courant. Moi non plus, j'étais pas au courant parce que 78% de baisse dans l'immigration
en Grande-Bretagne après le Brexit. Alors vous savez, le Brexit, on nous avait annoncé qu'ils allaient manger à quatre pattes des racines, qu'ils n'auraient plus de chauffage. C'est vrai qu'il y a une récession actuellement en Grande-Bretagne. Certains experts économiques vous disent c'est consécutif à la sortie de l'Union européenne. D'autres vous disent au contraire, le Brexit a limité la casse d'une configuration internationale économique mauvaise. En tout cas, s'ils sont sortis de l'Europe, j'allais dire c'est plutôt tant mieux pour l'Europe, puisqu'ils étaient quand même assez enquiquinants, les Anglais. Et je me souviens d'une anecdote où Margaret Thatcher, première ministre de Grande-Bretagne, est face à Jacques Chirac dans un sommet européen, et elle réclame qu'on lui restitue l'argent que la Grande-Bretagne avait versé à l'Europe. Elle réclame qu'on lui restitue 5 ou 6 milliards d'euros. Et eux sont restés à la livre. Et le président Chirac est indigné par la sortie de Madame Thatcher et dit: qu'est-ce qu'elle veut, cette mégère? Mes couilles sur un plateau, devant tout le monde. Propre. Margaret Thatcher écoute et dit: What says the French president? Alors l'interprète a dit non, il a noyé le poisson, pour vous dire la tension. Et là, on apprend justement, que les Anglais ont pris le dossier à corps, et on est passé de 900 000 immigrés par an à 200 000, donc une baisse consécutive. Mais c'est un gouvernement travailliste, c'est la gauche. Travailliste, c'est le Parti socialiste tout anglais. Arrive, hein. Et ben voilà, et effectivement, avec des durcissements des conditions, du statut de réfugié qui est désormais sera temporaire, et pour qu'il soit permanent, le statut de réfugié permanent, qui est un statut britannique, faudra attendre de 20 à 30 ans. Alors qu'avant, c'était une affaire de 3 ou 4 ans. Ça sera de 20 à 30 ans. Et puis, des conditions drastiques. Effectivement, pour un pays qui se porte mal, ils sont quand même l'objet d'une grande demande d'immigration. En général, les migrants vont vers des pays où ça va bien, et là on comprendrait pas pourquoi ils y vont. Et ben ils y vont parce qu'il y a encore beaucoup de demandes. Ça peut ne pas durer, parce que la demande est forte et qu'on peut pas toujours même si une île est beaucoup plus facile à protéger. En tout cas, une île est plus facile à protéger qu'une passoire. Donc on pense que le gouvernement britannique, le gouvernement travailliste britannique, s'il a pris cette résolution pour un parti de gauche, c'est qu'il a peut-être pas plus de gaieté de cœur, mais il l'a fait pour l'intérêt du pays. En tout cas, les Anglais, qui sont un peuple digne et fier, avaient estimé que le seuil avait été franchi et que la situation n'était plus supportable. Donc ce gouvernement a pris ses responsabilités. On verra bien ce que ça donnera, mais je pense que ça va dans le sens de l'histoire. Allez, restez bien avec nous. Les prix de l'essence vont encore augmenter à la rentrée 2026. Vous êtes sûrement concernés. Alors n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. On prend vos appels en direct et on en parle dans un petit instant. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. L'année 2026 n'a pas commencé et déjà une mauvaise nouvelle pour les automobilistes. À partir du 1er janvier, les prix des carburants augmenteront, conséquence de l'évolution des certificats d'économie d'énergie. Le prix du litre de gasoil et de sans-plomb va augmenter de 4 à 6 centimes. Ceux qui polluent paient, selon Mathieu Lefebvre, ministre délégué chargé de la transition écologique. On en parle avec le délégué général de 40 millions d'automobilistes, Pierre Chasseret. Bonjour. Bonjour Pierre Chasseret. Est-ce que bonjour. vous nous oui, il y a un petit décalage. Vous nous recevez Pierre Chasseret. Bonjour. Vous n'êtes pas en train de conduire? Vous êtes... Oh non, je suis pas en train de conduire. Non. Mais vous parleriez très bien même si vous étiez au volant. Mais je sais que vous êtes un homme prudent. Pierre Chasseret, autrefois on parlait, vous savez, le serpent de mer monétaire. Aujourd'hui, c'est le serpent de mer du carburant, de l'énergie. Une polémique. Bon, Perico, le problème, c'est que 4 centimes de plus sur les carburants, ça paraît peu, mais en fait, c'est énorme. Il faut se rappeler que les gilets jaunes, c'était une augmentation de 3 centimes sur les carburants qui était restée en travers de la gorge des automobilistes et qui avait mis le feu aux poudres. Attention à cette phrase du ministre, moi, elle me fait peur. Dire qu'il va taxer la pollution, ceux qui polluent, non, il se trompe. Il va taxer ceux qui emmènent leurs enfants à l'école, ceux qui vont au boulot, ceux qui vont faire leurs courses, ceux qui vont chez le médecin. Il va taxer la France rurale, il va taxer la France des régions. Bref. Il paraît que c'est pas vrai. Ça ne va pas passer. Il paraît que c'est pas vrai. De quoi? Qu'est-ce qui est pas vrai? Qu'il n'y aurait pas d'augmentation, que c'est un faux débat, que M. Bardella a annoncé, certains disent qu'il a menti. Pourtant, Olivier Gantois, qui est le porte-parole des pétroliers, dit si, il y aura bien une augmentation entre 4 et 6 centimes le 1er janvier. Elle est avérée ou non? Ou c'est une rumeur? Ou c'est une tempête? Mais bien sûr. Bien sûr qu'elle est avérée. Maintenant, l'État français n'est pas obligé de la mettre en place. Hein. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est, vous voyez, quand on augmente les bonus écologiques, quand vous avez une case moins dans
les recettes, il faut forcément une case plus. On va pas se voiler la face, hein. Le bonus écologique à l'achat du véhicule électrique, parce que c'est un véhicule sous perfusion d'argent de l'État. Qui se porte très bien. Vous avez vu, les ventes sont en augmentation des véhicules électriques. C'est incroyable. Oui, enfin, ils se portent très bien. Moi, j'aime bien parce qu'on regarde toujours les trucs à l'envers. En fait, quand vous avez 100% de vente, une vente, c'est 100% un marché. Oui. Vous avez 75% de véhicules thermiques qui se vendent, 25% d'électriques. Donc ça reste, je vois pas. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'au bout d'un moment, on me dit, on n'a jamais vendu autant de véhicules électriques. Oui, mais on n'en vend pas tant que ça. C'est ça. Le véhicule électrique qu'on va surfinancer, c'est l'argent de nos impôts. C'est nos impôts. À chaque fois qu'on verse le bonus écologique de 5 000 et quelques euros à quelqu'un, ce sont nos impôts. Après, on nous dit qu'il n'y a plus de pognon. Moi, j'ai une idée toute simple. Une voiture, ça a un prix. On arrête les malus, on arrête les bonus et on voit ce que les Français vont consommer. Parce que si c'est pour matraquer les Français à coups de taxes sur les carburants à côté, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, je ne vois pas l'intérêt. Franchement, j'ai du mal à comprendre l'intérêt. Les cours du pétrole étaient plutôt stables depuis quelque temps, voire à la baisse. Dernièrement. Oui, mais à la baisse, encore eux qui sont à la baisse. Il manquerait plus que ça augmente toutes les 5 minutes. Quand on a une baisse du prix du baril avec du pétrole. Voilà, je parle du baril de pétrole. Oui, ça. Mais le prix du baril, il est en gros à 50-55 $. Donc on n'a jamais eu un prix du baril aussi bas. D'ailleurs, tiens, je voudrais faire un petit coucou quand même à nos amis écologistes qui sont toujours à côté de la plaque et qui nous expliquaient il y a une vingtaine d'années que le coût du baril, ça serait 200 $. Bon, ben voilà, encore une fois, ils sont à côté de la plaque. Je me demande quand est-ce qu'on va. Non, il y a juste 145 $ d'écart. C'est pas énorme. Mais effectivement, là-dessus, ils sont toujours très pessimistes. Pierre Chasseret, ils sont toujours très pessimistes. Ouais, les Madame Irma, moi je m'en méfie. Hein. Ceux qui lisent dans le mar de café les boules de cristal, en principe, ils racontent surtout beaucoup de conneries. La réalité, c'est qu'on a toujours autant de taxes, on a toujours des prélèvements sur l'automobiliste qui sont excessifs, et on oublie que l'automobiliste, lui, il fait marcher l'État. C'est celui qui consomme, c'est celui qui bouge, c'est celui qui est mobile. L'inverse de la mobilité, j'ai vu ce que c'était. Ça s'appelle le confinement et c'était pas génial. Hein. Donc la pompe à essence reste la vache à lait une des vaches à lait de l'économie française. Mais celle-là, elle fait mal. Les 4 à 6 centimes, c'est purement de la taxe. Ça va aller directement dans les caisses de l'État. D'accord. Bien sûr que c'est de la taxe. C'est un impôt, quoi. Allez, et puis on augmente les impôts, voilà. Et puis c'est pas fini, il y a une deuxième taxe qui est prévue et c'est une taxe qui pourrait aller jusqu'à 20 centimes d'augmentation sur les prix du carburant. Donc il y a un moment, il va falloir se calmer sur la fiscalité. Comment on peut affirmer quand on est ministre aujourd'hui qu'on va taxer ceux qui polluent? En fait, on est en train de dire, on va taxer les Français, sauf ceux qui roulent à vélo, bobo, dans les centres-villes et qui grillent les feux rouges. Grosso modo, c'est ça qu'on est en train de dire. Mais la France qui se lève le matin pour aller bosser, qui se lève tôt, cette France qui cotise, cette France qui consomme, cette France qui a des gosses, cette France qui a besoin de bouger, cette France, on la matraque. On la matraque à coups de taxes. La France, c'est facile, c'est taxe, et taxe, etc. Pierre Chasseret, je roule beaucoup, comme beaucoup moins que vous, mais je roule beaucoup parce que j'adore la voiture. Pour moi, c'est un élément de civilisation. Je devrais pas dire ça. C'est très mal pensant. Je roule pas tant que ça. Non, voilà, mais bon, moi je roule à bon escient à travers nos contrées, nos territoires, sur les routes, sur les chemins vicinaux, partout. Là, je suis étonné depuis quelques semaines ou depuis quelques jours. Alors, faudrait que je revérifie de très près. Je sais que j'ai vu alors selon que la station-service soit dans une zone, vous voyez, dans une périphérie d'agglomération ou à la sortie d'une grosse ville sur l'autoroute, ouais. Est-ce que j'ai pu voir en samplon 98, 1,92 à une pompe et 10 minutes après 2,02? Est-ce qu'il peut y avoir... Ça me semble énorme comme écart. Comment ça peut s'expliquer ? Alors en fait, vous avez des écarts. Déjà, il y a les premiers écarts sur les autoroutes. Ça fait 20 centimes. Il y a une taxe domaniale qui est payée. Il faut savoir d'ailleurs, quand on se demande toujours beaucoup pourquoi c'est plus cher l'essence sur l'autoroute. Parce qu'il y a des taxes en plus, des taxes de l'État. Très simple. On est d'accord. Ensuite, les variations, c'est aussi dépendant. Vous prenez par exemple quelqu'un qui ne vit que du carburant. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'appliquer une marge de 6, 7, 8 centimes parce que c'est son cœur de métier, sa petite station-service. Lorsque vous avez un centre commercial, le centre commercial, lui, il se sert des carburants pour faire un produit d'appel, pour faire en sorte que les clients puissent consommer chez lui. Donc lui, il se permet d'avoir une toute petite marge, 1-2 centimes. Il y a quelques records, Pierre Chasseret, en enseigne de grande distribution. Il y a quelques records quand on voit, on peut citer, parce que souvent Leclerc va plus loin dans la baisse que d'autres enseignes de grande distribution, ou ça varie d'un territoire à l'autre? Ça dépend, ça varie d'un territoire à l'autre. C'est très important, vous savez, vous avez des petits médias locaux qui affichent dans les papiers les prix des carburants sur la semaine et tout ça.
eh bien, ça fait le buzz sur les réseaux aussi. On peut permettre quelques économies, mais grosso modo, en fait, celui qui est sur un grand axe routier et qui vend des carburants, où il est sûr de vendre notamment aux transporteurs routiers, il y a des chances qu'ils vendent un petit peu plus cher et qu'ils fassent un petit peu plus de marge. Et puis, de l'autre côté, vous avez les stations-service qui profitent à l'automobiliste parce que c'est un peu moins cher. Mais moi, je pense aussi, on perd des stations-service tous les jours en France. Moi, j'ai mon petit pompiste, là, qui est du côté à 8 km de chez moi, dans un petit village. Moi, je consomme mon carburant là-bas, parce que dans non quelle seulement région, il fait ça, mais dans quelle région? On est Eure-et-Loire, limite Sarthe. Allez, je donne le bled. Amitié à mon garagiste à Auton-du-Perche, voilà, Ludovic, si tu m'entends. Et bien, je fais vivre cette station-service parce que je me dis que le jour où elle disparaît, cette petite station dans le village, il n'y a plus rien. Ah, c'est le dernier des volcans. Une station, j'en ai vu fermer des milliers, pas des centaines, des milliers. Une station-service dans un village, c'est une rareté. Mais oui, vous prenez Loudanviel, c'est petit Loudanviel dans les Pyrénées. Il faut que les stations-service perdurent. Si on fait tous les 40 bornes qui nous mènent à Bagnères, c'est bien. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, on n'a plus la station et elle nous dépanne plus. Alors j'incite pas les Français à payer plus cher, bien évidemment. Mais quelquefois, quand c'est pour 1 euro, et que ça maintient la vie du village, ça peut valoir le coup. Pierre Chasseret, on a Abdelak qui tient une station-service à Mont-de-Marsan. Vous nous entendez, Abdelak? Je vous entends très bien. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez de l'essence très chère ou pas très chère, vous, Abdelak? Oui, je suis plus cher que la moyenne, oui, c'est sûr et certain. Mais les raisons sont simples. J'ai pas la puissance de Leclerc ou Carrefour pour pas les citer. Voilà, j'ai pas leur puissance. Ils ont des cuves de 200 000 litres qui vident en 3-4 jours. Nous, on a des cuves de 60 000 litres et je fais partie des plus grosses. Et moi, j'ai de la chance. Je suis sur une partie de Mont-de-Marsan, Saint-Pierre-du-Mont, exactement. Vous avez les 4, les 2 essences et les 2 diesels, les 4? Non, pas du tout. Non, je peux pas. Pareil, là, c'est une histoire de cuve. J'ai une cuve de 30 000 litres de gasoil, 10 d'essence, et je dois faire je vends du fuel. Je suis le seul à vendre du fuel, par contre. Donc, viens le chercher. Voilà. Mais ce qui est délicat dans le métier, je vais vous dire, c'est les frais indirect qu'on a. En fait, vous devez avoir énormément d'horaires de présence. Moi, je cherche à vendre à tout prix ou louer. Donc, j'ai une grosse enseigne qui est dessus pour acheter, pour faire une pompe automatique, parce que il a les 400 000 euros que je n'ai pas pour faire l'investissement dessus. Voilà. Et puis, ça m'intéresse pas 55 ans de le faire. Mais je veux dire, vous voyez, par exemple, une fois par an, on est obligé d'avoir des pastilles vertes. En fait, il y a quelqu'un qui vient avec un bidon de 1 litre, un de 5 litres, un de 10 litres. Il passe à toutes les pompes et il vérifie que ce qu'envoie un ordinateur et votre machine, ce soit bien le litrage au millième de centilitre près. Et ça, vous savez combien ça coûte, ça? Et donc, il va passer 3 heures chez vous, il prend son temps, il vous bloque toutes les pompes. Vous savez combien ça coûte et c'est obligatoire. Et j'ai eu un retard une fois de 2 mois dessus parce qu'on essaie de faire la rénovation. C'est 1 800 € ça coûte. Voilà. Donc, en fait, ils font tout pour, vous écœurer pour, en plus, vous êtes obligé d'avoir des clients en compte, vous faites payer plus tard, vous faites le banquier. C'est un métier et en plus, les agressions sont très nombreuses. Mais je sais bien, Vous avez du mal à trouver du personnel et tout. Donc, encore, moi, je suis pas dans un village. Voilà, vous savez, mais j'ai dit de suite aux salariés, si vous avez un problème, vous donnez la caisse. Votre vie, elle vaut plus cher que les 800 ou 900 € d'argent espèce qu'il y a, parce que les transactions, à 99%, elles se font avec la carte bleue. Mais je lui dis, vous donnez, vous bataillez pas. Et tout est comme ça. Donc, ils ont peur, les plages horaires et tout. Donc, on va demander à Pierre Chasseret ce qu'il en pense. Pierre Chasseret, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? C'est l'enfer pour les petits pompistes. Oui, c'est l'enfer. Et puis c'est très difficile pour eux de vendre leur activité. Il y en a beaucoup qui ferment, point barre, parce que la concurrence des centres commerciaux, elle est terrible. Et après, vous savez, alors il y a Pierre, le délégué général de 40 millions d'automobilistes. Je vous dis ça, c'est super. Mais la réalité, c'est quand je vais faire mes courses, je fais comment? Je fais comme tout le monde. Et c'est ça la difficulté, c'est que malheureusement, aujourd'hui, les petites stations-service, elles se retrouvent à l'agonie parce que nous, tous, moi aussi, on a parfois ce réflexe d'aller chercher un peu moins cher. C'est normal d'aller chercher moins cher quand on est consommateur. Et puis, c'est vrai que je fais une petite exception. Je vous dis, pour mon pompiste à Auton-du-Perche, j'ai pas envie qu'il crève. On lui souhaite bon courage. Bon, allons tous faire le plein à Auton-du-Perche, sur la route de Nogent-le-Rotrou, près d'Arroux. Très jolie campagne en Eure-et-Loire. Merci Pierre Chasseret pour votre témoignage. Je vais certainement vous rappeler bientôt parce que je pense que cette histoire d'augmentation du prix de l'essence va encore défrayer la chronique. Merci, à très bientôt. Allez, vous restez bien avec nous. Des éditions en guerre contre Molière, Retailleau en guerre contre Macron. Ça va vous faire réagir certainement. 0826
06 300 300. On attend vos appels sur Sud Radio. Restez bien avec nous, à tout de suite. La France dans tous ses états, les perles du jour. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Arrêtez tout ce que vous faites, ouvrez bien vos oreilles, Perico. Une maison d'édition a censuré Molière. Oui, le médecin malgré lui, livre scolaire. Et cet éditeur scolaire a coupé une phrase. Il s'agit d'une scène où Sganarelle, qui est un bûcheron un peu rustre, rudoie sa femme et Molière dit il la bastonne. Alors ils se sont échangés des noms d'oiseaux terribles, coquin, fripon, enfin voilà, graine de je sais pas quoi, ce qu'il dit de carogne. Et puis donc il la bastonne et arrive le voisin. Elle s'appelle Martine, la femme. Arrive le voisin qui réprimande le mari, qui essaie de séparer et qui dit bon ça suffit. Et Martine dit au voisin mais de quoi je me mêle, laissez-moi, c'est ma scène de ménage, si j'ai envie de me faire battre, j'ai le droit après tout. Et là, l'éditeur a censuré la phrase, ça s'appelle une censure, c'est l'éditeur Belin. Ils ont considéré que c'est pas seulement le problème des élèves, ça veut dire qu'ils considèrent que l'enseignant, lorsqu'il va donner ce cours de théâtre, on est quand même sur du Molière, hein, c'est pas un petit théâtre comme ça de rencontre. Ah ben non, on considère que ni l'enseignant ni les élèves n'ont à lire cette phrase et on la coupe sur une forme de censure idéologique quasiment religieuse inversée. Voilà, c'est impensable. Voilà, on touche pas à du Molière. On se souvient déjà que le président Sarkozy, vous vous souvenez, Nicolas Sarkozy, avait dit, oh, la princesse de Clèves, c'est ringard, on pourrait le retirer. Enfin, occupez-vous de ce qui vous regarde, touchez pas à la littérature française. Alors, les éditions Belin, qui est une maison tout à fait respectable, voilà, on a tous été plus ou moins élevés. Tout d'un coup, quelle est chez Belin? Je dis pas que c'est la philosophie de cette maison. Qui chez Belin, je pense que cette personne va se faire gronder, va se faire remettre en place, pour ne pas dire reprendre en main. Qui a pu décider de couper une phrase de Molière? Molière dit bien que à l'époque déjà, il y avait de la violence conjugale et surtout à l'époque parce que la condition féminine était épouvantable et Molière tourne ça en dérision et la femme battue dit elle-même au voisin mêle-toi de tes affaires si j'ai envie. On est dans une pièce de théâtre comique, c'est le médecin malgré lui, c'est du Molière. On est au XVIIe siècle, on n'a pas à intervenir, mais enfin vous voyez, on est en train de retirer les statues parce qu'on considère que tel ou tel grand homme de l'histoire de France a pris une disposition, a tenu une phrase, était raciste, était xénophobe, était ceci, c'était cela. On revisite l'histoire et c'est fait par des gens qui n'ont pas cette compétence, qui n'ont pas cette légitimité. Hein, c'est contre-productif. Voilà. Et c'est contre-productif, voilà. Donc, vive Molière dans son intégrité, vive la littérature française, et veillons à ce que nos éditeurs transmettent à nos enfants le savoir dans sa légitimité, dans sa pureté. Voilà, et messieurs les censeurs, comme avait dit Maurice Clavel un soir d'émission de débat politique face à Jean Royer, maire de Tours, messieurs les censeurs, on vous emmerde. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre face à... Bah non, c'est vous qui faites la... Perico, je me lis moi-même. Bah oui, mais excusez-moi, je suis en colère. Alors, alors voilà, tout à nous sommes en guerre. Face à la polémique liée à la labellisation des médias proposée par Emmanuel Macron, on met un label... C'est pas une étiquette, vous voyez, c'est, je sais pas, une date de, je sais pas quelle forme ça prendra. Enfin, un label. Bruno Retailleau a décidé d'entrer en guerre. Enfin, de rentrer dans le débat. Oui, le président des Républicains contre le président de la République. C'est un duel qu'on attendait de pied ferme depuis leur premier désaccord diplomatique, notamment vis-à-vis de l'Algérie et de Boualem Sansal. Mais cette fois-ci, Emmanuel Macron opère une dérive scandaleuse et se comporte en censeur en chef, selon les mots de Bruno Retailleau, dans une pétition lancée ce matin en réaction à une vidéo diffusée hier sur les réseaux sociaux de l'Élysée. Une communication officielle donc, ciblant directement la chaîne CNews. Avouez que s'attaquer à un média après avoir promis de ne pas faire d'ingérence dans la presse, c'est plutôt cocasse. Mais pourquoi diable le mot de la présidence s'en prend-elle à CNews? Et parce que CNews s'en prend à la présidence, mais comme bon nombre de médias consternés et inquiets d'apprendre qu'Emmanuel Macron souhaite labelliser la presse numérique sous couvert de lutter contre les méfaits des écrans, l'influence des algorithmes, le cyberharcèlement ou encore les ingérences étrangères, Emmanuel Macron souhaite réguler l'information en instaurant un label, mais attention, un label décidé et octroyé par la profession, pas par l'État, parce que comme le dit très justement le président de la République, là ça deviendrait une dictature.
C'est un peu bancal comme explication, mais alors qui porterait cette responsabilité? Eh bien, on parle de Reporters sans frontières, RSF, qui s'en est souvent pris aux médias de droite, donc bonjour l'impartialité. Mais le problème, c'est qu'un label pour lutter contre la désinformation, c'est comme un arrosoir pour lutter contre un incendie, ça n'empêchera jamais la propagation des fake news, et ça pourrait même avoir l'effet inverse. Si des médias alternatifs sont nés, y compris des médias sans agrément, c'est bien parce que les médias officiels, installés, le service public par exemple, traitaient mal ou peu certaines informations, jusqu'à nier certaines réalités. Et parfois, il faut le dire, jusqu'à relayer de fausses informations en tendant le micro à des politiques, porte-parole de gouvernement, etc. En tout cas, Emmanuel Macron ne compte visiblement pas lâcher l'affaire. Pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour la liberté de la presse. Et d'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait où est passé l'Arcom, Perico? Mais l'Arcom est très vigilante, ma chère Maude. On l'a pas entendu là-dessus. Hein. Ah ben vous voulez rire. Ah non, là je m'inscris en faux. L'Arcom a statué sur l'accusation de Reporters sans frontières sur CNews, et l'Arcom a dit clairement que les temps de parole avaient été parfaitement respectés. Ah, sur ça, oui, bien sûr, mais sur le label. Non, par contre, le label, on n'a pas entendu l'Arcom. On a envie de dire au président de la République, alors peut-être qu'ils sont en train d'en oui, discuter, on imagine qu'il y aura une réaction. Mais de la part du président de la République, c'est pas un des aveux de l'Arcom, enfin l'Arcom est là, elle est là pour ça, elle est vigilante, elle fait son travail très correctement, donc je vois pas pourquoi monsieur Macron, qui a visiblement beaucoup de temps à perdre, de considération. Il a besoin de faire parler de lui, puis surtout je pense qu'il a très mal pris la campagne médiatique, tous médias confondus contre lui. Alors il y a un débat avec CNews, jusqu'à dernier ordre, la commission d'enquête c'était sur le service public, CNews a été blanchi par l'Arcom des questions de temps de parole, ensuite ça c'est sur la forme, sur le fond ensuite on vient discuter. On est dans une république de débat, de controverses, d'échanges. Je ne pense pas qu'il y ait de chape de plomb aujourd'hui, de contrôle idéologique de la part d'une mouvance extérieure. Vous voyez, on dirait qu'on est sous influence, ou que le capitalisme se soit emparé d'une doctrine pour l'imposer de force. On a des zapettes, on change de chaîne, on change de station. Ici sur Sud Radio, on reçoit tout le monde. Voilà, je comprends pas le fondement de ce débat, si ce n'est d'un homme d'État qui est un petit peu désœuvré et qui en tout cas met le pied sur un terrain qui n'est pas le sien. Tout ça, ça relève conformément à l'article 20 de la Constitution qui dit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. C'est le problème du gouvernement, que lui donne son avis en privé, voilà. Mais qu'il prenne des positions publiques comme ça, en mettant souvent à côté de la plaque, c'est dommage. Je pense qu'il a fort à faire, mais on sent que finalement, c'est une cohabitation. Le président de la République se tourne les pouces, il tourne dans les jardins de l'Élysée, il fait des déclarations, alors que le gouvernement, lui, est au travail. Hein. Et Bruno Retailleau, on aura certainement l'occasion d'en parler à notre antenne, puisqu'il est l'invité de la matinale demain à 8h15 sur Sud Radio. On l'écoutera avec attention. Un vagin, un anus, etc. Et donc c'est explicite, vous avez ça sur des poupées sexuelles. Alors rien à voir. En plein scandale Chine avec la découverte de poupées gonflables pédopornographiques sur sa plateforme, un consommateur de ce genre de pratique a été arrêté. Oui, il a acheté sa petite poupée pédopornographique en ligne, en achat en ligne. Alors le colis a été intercepté, on a ouvert le colis et on a découvert que c'était une poupée pornographique. Donc on a interpellé ce client, ce chaland. Alors en plus ça arrivait en pleine affaire Shein où vous savez que ça a fait un scandale retentissant avec des dimensions politiques. Et donc finalement ce client mal avisé d'avoir acheté une poupée pédopornographique sur Internet passera en jugement le 2 janvier devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. Donc voilà, avis à tous les amateurs de poupées, pas nettes. Faites attention, vous êtes suivis et vous risquez d'être ennuyés par la justice. C'est quand même hallucinant aujourd'hui d'en arriver là. Donc on achète un produit, c'est pas légal et on se fait le colis est ouvert et on se fait arrêter. Mais écoutez, au moins on peut dire que de ce côté-là, les pouvoirs publics ont fait leur travail. Ils sont pas, on dit souvent, les gendarmes sont pas toujours là, on les attend. Et bien là, ils ont fait leur travail correctement. Et une bonne nouvelle pour terminer. Le champion du pâté en croûte a été sacré hier soir à Lyon. Une bonne nouvelle, ma chère Maud, une grande nouvelle. Dans, j'allais dire, le flot d'informations quelquefois un petit peu critiques, un peu polémiques, un peu tristes, pas rassurantes, on a la victoire d'un artisan charcutier français, champion du monde du
concours de pâté en croûte. On dit pâté croûte. J'étais au début avec Vincent Ferniaud, on était tous les deux au jury parce que Sud Radio a une équipe gastronomique extrêmement compétente. D'habitude, ce sont les Japonais qui gagnent. Et je rends hommage au Japon, cette grande nation, cette vieille et respectable nation, respectueuse des traditions. Quand vous voulez manger un vrai plat français, de tradition française, eh bien, il faut aller chez un cuisinier japonais, même s'il est en France. Et jusqu'à présent, c'était les Japonais qui disaient, mais le pâté croûte est un trésor du patrimoine gastronomique mondial, il faut le respecter tel qu'il est. C'est des chefs japonais qui arrivaient premiers. Et bien là, on s'est réveillé. Et c'est Thibaut Gonzalez, 42 ans, artisan charcutier à Thuir, près du Roussillon. C'est pas loin de chez Julien Delmas, dans les Pyrénées-Orientales. Donc il a fait son modèle façon Lucien Vanier, qui était un grand cuisinier. Alors son pâté croûte est à base de poitrine de porc basque. Ça pouvait être que top, poitrine de porc basque. Déjà porc, c'est génial, mais alors porc basque, je vous raconte pas, je suis dans tous mes états. Bien sûr. Magret et foie de canard des Landes, magret, et puis quelques riz de veau, je m'en souviens, avec une présentation sublime. Je comprends qu'il ait eu la médaille d'or, qu'il soit arrivé en tête. Le deuxième est aussi un Français, il s'appelle Jonathan Dudek. Et la troisième, c'est Evelyne Aubry. Elle est charcutière, elle vend son pâté croûte sur le marché de Mortagne-au-Perche, pas loin de chez Pierre Chasseret, qui était autour du Perche. Là, c'est Mortagne-au-Perche, dans cette bonne et belle campagne française. Et bien voilà, nous avons encore le cœur qui vibre et qui vit au son de nos valeurs gastronomiques et culinaires, la tradition du terroir, ces savoirs qui se transmettent de père en fille et de fille en fils et de fille en mère, parce que c'est toujours familial, et on peut se rassembler au nom des valeurs de la patrie autour d'un pâté en croûte, et surtout si c'est le champion du monde. Et on termine avec le jeu de Noël quotidien. Perico, je vous laisse ouvrir ce petit cadeau. Ma chère Maud, je tremble, le paquet est là. Vous savez que c'est cette émission en général qui a les meilleurs prix. Le grand sapin de Noël de Sud Radio, je disais hier que nos dirigeants s'en occupaient, ils vont couper les sapins, ils mettent les guirlandes, ils s'habillent en Père Noël. Et là, le cadeau est, mon Dieu, une machine à café luxe de la marque Ninja. On va pouvoir faire du très bon café, et qui vous offre une vraie expérience de barista. Vous savez, on est le barista quand on est dans les trains. Un large choix de boissons, des espressos, des americanos, des latte cappuccino et bien plus, un petit pâté en croûte, c'est pas mal. Alors pour avoir cette machine à café Ninja, c'est pas une tortue, c'est une machine à café, envoyez sapin par SMS au 7 20 18, je rappelle, sapin par SMS au 7 20 18, et vous remporterez la merveilleuse machine à café que vous offre Sud Radio. Allez, vous restez bien avec nous, c'est le grand retour des crèches de Noël et le retour des conflits liés aux crèches de Noël. On en parlera dans un instant avec le maire de Perpignan, Louis Alliot. N'hésitez pas à réagir au 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. C'est le grand retour des crèches de Noël chez vous, dans l'église de votre commune ou de votre quartier, sur certaines places et parfois même au pied de la mairie, ce qui ne manquera pas de susciter d'innombrables polémiques. Robert Ménard, le maire de Béziers, est en plein dedans puisqu'il inaugurait ce week-end la crèche de Noël dans la cour de l'hôtel de ville sous les huées des contestataires. On en parle aujourd'hui avec le maire de Perpignan qui lui aussi a dû contrer les assauts de la justice l'an passé. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Bonjour Louis Alliot, merci d'être sur Sud Radio aujourd'hui. D'abord, comment va la ville de Perpignan, cette jolie cité catalane? Écoutez, on se porte, j'allais dire, plutôt bien, mais avec évidemment tous les problèmes que vous connaissez, comme toutes les villes de France, mais on a la chance d'être encore une ville préservée de beaucoup de choses. Et il y a une dynamique. Quand on va dans cette ville, on sent qu'il y a une dynamique. Il y a des souffrances, il y a des souffrances, toujours, beaucoup de pauvreté, mais il y a aussi de la dynamique, et l'économie, petit à petit, fait son chemin, on va dire. Bon, alors on va aborder cette tradition de Noël qui est de contester le choix des maires de la République d'installer dans leur mairie une crèche. C'est curieux parce que la crèche, c'est quand même un petit garçon, un petit enfant qui naît dans une crèche, c'est un SDF, ils n'ont pas d'abri. Il y a Lanay Leboeuf, c'est les écologistes, ils sont à côté. Et la maman, le papa, c'est pas le papa. Alors je sais pas si c'est adultérin ou pas, mais enfin en tout cas là, l'histoire est très belle. Saint-Joseph accepte, donc c'est que des symboles de gauche. La crèche, vous voyez, un pauvre, l'étable, Lanay Leboeuf, et la maman qui est enceinte, c'est pas le monsieur qui a fait le bébé, c'est peut-être, on sait pas, enfin c'est toute histoire, et on trouve matière, vous voyez, ça serait vraiment il y aurait une messe dans une église, je comprendrais.
Voilà, c'est pas le cas. Et là, vous êtes, il y a des laïcs. Ah, oui, là, c'est la laïcité. Vous voyez, on défend la laïcité bec et ongle. Et je sais que vous en êtes. Oui, bien et sûr. tout d'un coup, on dit attendez, là, il y a une limite à pas franchir. C'est pas un problème de laïcité. Mais nous, chaque année, on est attaqué par des gens qui représentent pas grand-chose. Enfin, je veux dire, il y a 4 individus, peut-être plus, à la Ligue des droits de l'homme, 4 autres à la libre pensée. Oui. Donc, qui sont pas libres de penser, manifestement. Et avec ce genre d'action en justice, ils arrivent, il faut bien le dire, par des décisions de justice, à nous bloquer les crèches. Alors quand vous êtes chez nous en Roussillon, en Catalogne française, on va dire, le Pessèbre, parce qu'il porte ce nom, bien sûr, le Pessèbre. C'est quand même, ça date depuis le XVIe siècle, c'est pas nouveau. Et donc, on peut se demander pourquoi cet acharnement. C'est une tradition populaire, sociale, culturelle, ancienne, qui fait partie du paysage. L'année dernière, on a eu près de 60 000 visiteurs de notre crèche. C'est pas rien. Et en plus, il paraît qu'elle est très belle. Je la connais pas. Et elle est très belle. Je l'ai mise sur les réseaux, mais je la remettrai. Vous verrez. Donc, moi, je m'interroge sur vraiment le sens de ces actions en justice. Voilà. Et même ces manifestations. Ils ne rendent pas service à la laïcité, qui est très controversée, très attaquée. La laïcité, elle est une indivisible. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise laïcité. La laïcité, c'est un principe, mais on reste quand même dans un pays de tradition judéo-chrétienne. Enfin, je veux dire, c'est ça la France. Et je ne vois pas où ils veulent en venir, si ce n'est à vouloir faire du laïcisme militant autoritaire et in fine totalitaire, où on gommera de l'espace public absolument tout ce qui fait la France, sauf évidemment leur référence de gauche. Que je sache, Louis Alliot, vous n'effacez pas la formule liberté et égalité du fronton de la mairie de Perpignan, vous ne retirez pas la statue de Marianne quand il y a la crèche. Tous les insignes de la République sont là, toutes les enseignes. Évidemment, et on est très respectueux de tout cela, mais je pense qu'aujourd'hui c'est un combat de civilisation qu'il faut mener. Alors, est-ce que vous pensez, justement, on va essayer de ne pas en arriver là, le choc des civilisations, pourtant il y a des situations qui y ressemblent douloureusement, est-ce que vous pensez que c'est s'en prendre, quand on s'attaque à la crèche, c'est s'en prendre aux valeurs humanistes de l'évangile? Le christianisme, je ne dis pas que le christianisme n'a pas commis de crimes dans l'histoire, on a eu l'Inquisition, et l'Église catholique a eu, elle aussi, ses déboires et ses excès, mais le symbole de la crèche, au départ, le texte des évangiles, Marx lui-même dit, il y a un peu de... le marxisme s'est inspiré je crois que la figure de Jésus, c'est quand même la figure de l'amour, avant tout. Oui, du partage. Et du partage, et donc je pense qu'il y a une volonté de gommer cet héritage-là. Et manifestement, c'est des choses qu'on ne voyait pas il y a encore 10-20 ans, et qui aujourd'hui, pour une raison que tout le monde ne comprend pas bien, s'exacerbent dans le débat public. Parce que ces attaques de crèches judiciaires, ou ces attaques d'ailleurs de crèches tout court, j'ai vu qu'ils ont coupé la tête à un petit Jésus, c'est pas Agnières, je crois, ou Amiens. Oui. Bon, on voit bien que ça devient maintenant quelque chose, un acte militant, évidemment de gauche et d'extrême gauche, et que c'est contraire à tout ce qui fonde finalement notre société. Et je vois beaucoup de gens qui viennent visiter notre Pessèbre à Perpignan. Il y en a beaucoup d'autres religions. Vous avez beaucoup de musulmans. Parce qu'en même temps, c'est artistique également. Vous avez des juifs qui viennent la voir parce que c'est passé dans le domaine culturel. Je vous rappelle que Jésus était juif et quand on décapite Jésus par anticatholicisme, c'est un acte antisémite, quelque part. Mais si on remonte à l'histoire. Voyez, on s'en sort pas de toutes les façons. Non, je ne vais pas rentrer dans ces polémiques. Mais moi, je vous le dis. Tout ça est absurde, ne tient pas la route. C'est totalement absurde, voilà. Louis Alliot, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, la classe politique, les législateurs devraient s'emparer de dossier en disant voilà, on va créer une législation, la crèche est autorisée. Alors je crois qu'il y a sur le bureau de l'Assemblée beaucoup de propositions de loi, nous-mêmes on en a déposé une, mais pour l'instant il n'y a pas encore le courage de tout le monde pour la faire voter. Mais il est évident qu'aujourd'hui une crèche c'est un bien culturel de la nation. J'allais dire, moins que religieux, que les catholiques se retrouvent dans la crèche, c'est bien normal. C'est j'allais dire, un peu une partie de l'âme de Noël et de notre religion. Je suis catholique, hein, mais on est un pays laïque et on voit bien que c'est un bien culturel qui marque justement notre pays, notre civilisation, il faut bien le dire, l'Europe entière. Nous allons célébrer le 9 décembre prochain le centenaire de cette immense et grande loi de liberté religieuse, de séparation de l'Église et de l'État pour garantir la liberté religieuse. Rappelons à l'époque, c'était pour sortir les catholiques de l'État
Et on les a sortis à coups de pied dans les fesses. Exactement. C'est pas une loi anti-islamique, c'était une loi anti-catholique pour sortir le clergé qui se mêlait de ce qui ne regardait pas. C'est pas pour en introduire un autre aujourd'hui, vous êtes d'accord? Mais la crèche, c'est pas ça. La crèche n'est pas l'introduction, voilà, d'un dogme religieux dans un édifice. D'ailleurs, même cette loi à l'époque qui s'est faite contre les catholiques, bien sûr, il n'y a jamais eu une espèce de guerre larvée contre la présence des crèches dans les établissements publics, tels que la font aujourd'hui un certain nombre d'associations dont on sait très bien qu'elles n'ont que peu de militants, mais qui ont une aura apparemment importante auprès d'une certaine élite. Et tout cela, évidemment, il faudra modifier la loi pour l'imposer, tout simplement, voilà. Il y a j'allais pas dire une association, mais les maires qui sont confrontés à cette forme de pression dictatoriale se sont concertés, il y a une pétition commune pour dire... Non, voilà, il n'y a pas de pétition, parce que systématiquement on finit au même endroit, c'est-à-dire dans le tribunal administratif. Et devant le tribunal administratif, la jurisprudence est constante d'ailleurs, et on perd ces procès-là, donc il faut modifier la loi. La justice donne systématiquement raison, alors pour le coup des laïcards, en disant vous n'avez pas à mettre de crèche dans la mairie. Exactement, sauf je crois en Provence, parce que c'est une tradition séculaire, multiséculaire, etc. Mais en fait, la crèche, elle est multiséculaire pour tout le monde. Qu'elle soit en Catalogne, qu'elle soit en Provence ou en Alsace ou partout, c'est exactement la même chose. Alors, je vous rappelle l'Alsace, d'ailleurs, ils ont le... Mais ils ont toujours sur le concordat. Oui, ils sont sous le concordat. Voilà, depuis 70, justement, exactement. Ça avait été... Voilà. Donc là, c'est possible, ça pose pas de problème. Voilà. Mais il y a des endroits où ce n'est pas possible. Alors si en plus la municipalité est mal pensante, c'est sûr que c'est plus compliqué. Oui. Encore, je suis sûr qu'il y a des municipalités socialistes ou de gauche qui doivent aussi... J'ai des collègues maires de gauche qui ne comprennent même pas ces polémiques totalement inutiles, il faut le dire, voilà. Ça permet à des gens qui n'ont pas d'autre occasion de manifester leur engagement politique. De se faire connaître. De se faire connaître et de dénoncer une fois de plus l'anathème sur le bien et le mal. Je vous rappelle qu'ensuite il y a les rois mages qui vont arriver. Les rois mages nous célébrerons d'ailleurs par un défilé dans nos rues. Ce sont des migrants. Balthazar, il est black. Melchior, il est asiatique. Et puis Japhet, je crois qu'il est... enfin non, c'est Melchior, Balthazar et le troisième. Oui, vous savez, ça pose d'autres questions sur nos fêtes, par exemple votives. Ça pose des questions sur le nom des villages. Quand vous habitez un nom de village avec nous, on en est plein. Sainte-Marie, Saint-Cyprien, Saint-Estève. On fait quoi alors? La Révolution avait changé les noms, vous vous souvenez? Et on les a rétablis tous. Je pense que certains voudraient le faire. Hein. Bien sûr. Donc il faut être vigilant et contester cette manière autoritaire de vouloir gérer la vie de la nation de la manière dont ils veulent le faire. Hein. C'est notre patrimoine, ce sont nos valeurs. Et je pense que la République française ne serait pas aussi sociale qu'elle est si elle n'avait pas un fondement chrétien. C'était le thème de la Constitution européenne. On avait retiré les fondements et les nœuds judéo-chrétiens. Voilà, je pense que c'est aujourd'hui ce qui nous permet, au contraire, d'ouvrir notre cœur et nos bras chrétiens au monde entier et d'accueillir ceux qui souffrent dans notre pays. Parce que justement, on a peut-être quelques valeurs chrétiennes qui sont au départ des principes de la République. Exactement. Louis Alliot, merci d'être venu témoigner sur Sud Radio et on guettera cette crèche de Perpignan. Éventuellement, on délocalise pour aller faire et quand vous voulez. Pas une messe, une émission de radio. Merci. Vous restez bien avec nous. Dans un instant, nous serons avec Sonia Zadig, psychanalyste et auteur de Les enfants perdus de la République aux éditions Fayard. On parlera de ces apostats qui risquent leur vie. N'hésitez pas à réagir au 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Il est 13h03, vous êtes sur Sud Radio avec Perico Légas et je reçois Sonia Zadig, auteur Les enfants perdus de la République aux éditions Fayard. Ils ont décidé de sortir de l'islam au péril de leur vie. Sonia Zadig, vous avez réalisé un travail sociologique, voire philosophique et politique sur une réalité que l'on ignore totalement, qui est l'apostasie. Moi, je ne connaissais qu'un cas d'apostasie, c'est Julien l'Apostat, l'empereur romain, neveu de Constantin, qui, alors que le christianisme a été reconnu comme religion officielle, il revient, j'allais dire, à la théologie romaine, latine, et réprime les chrétiens, puis finalement le christianisme l'emporte. Et là, on est sur une apostasie qui touche des musulmans, des musulmanes et des musulmans, y compris certains chrétiens qui se convertissent à l'islam et qui en repartent, et qui traversent une véritable épreuve à différents stades. Bon,
vous évoquez 243 témoignages, vous en gardez une trentaine à peu près, et vous donnez la parole à des femmes et à des hommes et qui se sentent rejetés et ne trouvent aucune écoute dans leur univers confessionnel. Ça veut dire que lorsqu'on est en situation d'apostasie dans le cadre de l'islam, c'est un rejet, c'est une rupture totale? Absolument. Alors, c'est ce qui m'a intéressé dès l'abord, en entendant parler d'apostasie ou de cercle d'apostats d'une manière tout à fait hasardeuse, et je m'étais dit mais c'est pas possible, ça m'intéresse énormément parce que connaissant de l'intérieur la culture ou la religion culture si vous voulez qu'est l'islam, je m'étais dit que c'était impossible finalement, et donc je m'étais penchée cliniquement et psychologiquement sur cette apostasie en pensant que de tout temps, et vous l'aviez dit tout à l'heure, de tout temps a existé l'apostasie, mais celle-là, elle est un peu plus complexe, il me semble, parce que on ne sort pas d'un dogme religieux, mais on sort d'une identité, on sort d'une culture, c'est considéré plutôt, non pas comme claquer la porte d'une foi, mais plutôt quitter une famille, quitter une oumma, une communauté, et c'est passible de mort, en effet. Vous voulez dire que dans d'autres religions, aucune religion ne se satisfait du départ d'un fidèle, d'un frère, quel que ce soit dans la religion juive ou dans la religion chrétienne, c'est un départ douloureux, mais on le laisse libre de son choix tout en disant qu'il se trompe. Vous voulez dire que dans l'islam, c'est un reniement, c'est-à-dire que l'apostat est un renégat quelque part qui c'est pas quelque part, c'est un... Alors, en tout cas, c'est un reniement, c'est considéré comme un reniement. Non, c'est un statut juridique, l'apostasie, c'est un statut juridique. Oui, mais c'est vécu comme une trahison par ceux qui restent dans le... Non, quand je dis statut juridique, ça veut dire que c'est passible de mort. Vous n'avez pas le droit. Donc en fait, c'est une trahison, comme un militaire qui trahirait, une désertion, Une désertion passible de la peine capitale, parce que vous n'avez pas le droit, une fois que vous êtes là-dedans, vous ne pouvez pas sortir. C'est stipulé par le Coran ? C'est stipulé. Sur une sourate qui... C'est pas par le Coran, c'est par les hadiths. Donc c'est la charia. C'est dans les textes. C'est la loi. C'est dans la loi. Donc, tout apostat sait qu'il met sa vie en péril. Absolument. Ça s'est traduit par des réalités, des sanctions réelles. Il y a eu des morts. Alors peut-être pas des morts. Je parle dans les pays musulmans. Dans les pays musulmans, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu des pendaisons haut et court. En revanche, ce qui est intéressant ici, et ce pourquoi j'ai intitulé ce livre Les enfants perdus de la République, c'est que ça se passe sous le ciel de la République et pas en Arabie Saoudite ou ailleurs, où l'islam ou la charia est la loi du pays. Nous habitons la République, nous sommes protégés par une constitution, et il se trouve que dans la loi de la République, il ne semble pas pouvoir aujourd'hui protéger cette minorité non religieuse. Parce que moi, je les considère quand même comme une minorité. Comme on protégerait d'autres minorités dans notre pays, il conviendrait, et c'est pour ça que nommer l'apostasie comme étant une minorité non religieuse qui met les personnes en danger, c'est quelque chose de très important. Cet aspect de la loi, ce point précis de la loi islamique est en contradiction totale avec les valeurs de la République. On est dans l'illégalité totale. Ça devrait être sanctionné de poursuivre quelqu'un parce qu'il y a eu acte de l'apostasie. La liberté de conscience est totale. On va fêter dans quelques jours les 100 ans de la loi de séparation de l'Église et d'État. Rappelons donc qui est pour garantir la liberté religieuse, pour qu'il n'y ait pas d'émission de religieux dans les affaires publiques. Et là, on a aujourd'hui, en 2025, en France, des hommes et des femmes qui considèrent que renier une religion, quelle qu'elle soit, en l'occurrence la religion musulmane, suppose une contravention, c'est contravenir à une règle sacrée susceptible de punition. Bien sûr. Alors, peut-être qu'il n'y a pas eu, comme on disait, des morts ou autres, mais ce sont des personnes qui vivent d'une manière anonyme, qui sont dans la clandestinité, qui ne peuvent même pas vivre leur non-foi, si vous voulez, librement. Et pour la plupart d'entre eux, en tout cas c'est ce que j'explique dans le texte, ils sont reniés par leur propre famille. Sonia Zadig, on va revenir dans quelques instants sur ces cas. On va en citer quelques-uns, il y a quelques exemples qui sont bien représentatifs. Et puis on se retrouve juste après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Midi 14h. Sud Radio. La France dans tous ses états.
Nous sommes avec Sonia Zadig qui a, j'allais dire, réfléchi et qui nous informe avec un document exceptionnel sur les enfants perdus de la République. Voilà, ces gens qui décident de quitter l'islam. Et elle publie ce livre chez Fayard, un ouvrage courageux et extrêmement révélateur. Sonia Zadig, lorsque un musulman ou une musulmane décide de rompre avec la religion, est-ce que ça peut être parce qu'il a perdu la foi en général, il bascule à l'athéisme, ou parce qu'il est en rupture spécifique avec le Coran et l'islam? Alors, en effet, moi je ne décris pas forcément ici des trajectoires, mais des mécanismes de désemprise, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'à un moment dans leur trajectoire de vie, ils réalisent qu'il y a une emprise absolue sur leur vie, sur leur pensée, et qu'ils ne veulent plus vivre dans un monde qui est préinterprété pour eux. Ça, c'est vraiment un point très important. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça je le dis tout le temps, et ils me le disent, c'est que ils ont grandi dans une espèce de conditionnement qui ne souffre pas le doute. Quand vous posez une question, quand vous êtes petit, on vous dit non, Dieu le sait, tu n'as pas à poser des questions. Les questions sont les oulamas, les savants, donc dans l'islam, ont le droit, eux, de poser les questions, mais vous n'avez pas le droit. Et donc, en fin de compte, ça commence toujours par un doute qui vous remet à penser. Et d'ailleurs, Majid Oukacha en parle très bien, et je lui rends hommage ici parce qu'il fait un travail absolument extraordinaire, et très courageux, très pédagogique. Moi, je ne me situe pas de la même manière. Moi, j'essaye de voir les mécanismes psychiques, en effet, qui font que quelqu'un, un sujet, décide de se déprendre d'une emprise qui est religieuse. Et en effet, si on regarde la religion, enfin l'islam comme étant uniquement une religion, on n'aura absolument rien compris. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Soumise en 2020 et surtout du traitement de la maladie psychique en terre d'islam publié en 2024. C'est un sujet que vous connaissez bien, sur lequel vous avez apporté beaucoup d'éclairage. Vous insistez sur le fait, peut-être un élément qui échappe à nos consciences occidentales européennes, que l'islam n'est pas seulement une confession, une religion confessionnelle, c'est un code politique, c'est un code civil, c'est une manière de vivre, et c'est une loi. C'est une loi avec un cadre politique dont on ne peut pas sortir, qu'on doit appliquer à la lettre. Absolument. Dans lequel il n'y a pas de contestation, non. Pas de remise en cause des textes, puisque c'est la parole du prophète, c'est la parole de Dieu, parle de direct. Donc, j'allais dire irréformable, hors de question d'avoir des conciles, genre Vatican I, Vatican II. On garde le texte tel qu'il est depuis le 7e siècle, et on fait aujourd'hui, à notre époque, on doit se conformer à cette réglementation drastique. En sortir, c'est trahir. En sortir, c'est trahir. Et finalement, si j'essaye d'attraper le fil rouge de la sortie, ça serait le doute. Et ils vont vraiment, ils le disent, je n'ai jamais autant lu, je les cite, le Coran que depuis que je suis sortie. Et donc, en fait, c'est comme s'il y avait une espèce de voile devant les yeux, où ils apprennent le Coran, bien entendu, qu'ils le connaissent par cœur, etc., mais ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants. C'est que après, quand ils décident de partir, qu'ils lisent et qu'ils se rendent compte de beaucoup de choses. J'insiste quand même sur le côté psychique, parce que je reste dans une grille de lecture psychanalytique. C'est que ces personnes-là se retrouvent justement, après avoir été dans un monde préinterprété, un vade-mecum qui leur dit exactement comment ils doivent se comporter en toute chose, ils se retrouvent complètement dans un espèce de vide ontologique où ils n'arrivent plus à savoir comment faire, etc. Et donc, il demande finalement à être reconnu à la France, en tout cas à la République française, de faire tiers, de les protéger en tant que minorité, je répète, et il trouve du silence et un détournement du regard. Oui, là on est dans le débat actuel où nous avons eu des sondages récents qui montrent qu'une partie de la jeunesse française de confession musulmane considère que les textes sacrés passent avant les lois de la République. Oui. C'est une constance dans l'histoire de l'islam où il y a eu des périodes, j'allais dire, plus souples. Il y a aujourd'hui un débat avec les salafistes et les frères musulmans qui, je pense, soutiennent
cette version, cette lecture de l'islam très très rigoriste. Oui. Mais il y a aussi le soufisme. Est-ce que dans l'islam ancien, est-ce qu'Averroès, est-ce que l'islam de Cordoue et de Tolède est un petit peu plus souple sur l'apostasie, ou c'est une constance qui a toujours été, même chez les musulmans modérés, ce n'est pas concevable de faire de l'apostasie? C'est pas une question d'inconcevable, de politique, c'est un impensé. Étant donné que ça a été présenté comme la dernière de religion, comme le prophète étant le sceau des prophètes qui apportait une vérité avec un grand V, on ne peut pas penser l'idée qu'on puisse se détourner de ça. C'est même pas un impensé. Vous dites c'est un interdit de penser. Un interdit de penser. C'est un seuil de réflexion, de libre arbitre qu'il n'est pas possible de franchir si on se dit bon musulman. Donc en fait, quand on rentre, il n'y a pas. D'abord, on est dans un contexte culturel musulman, et si on est converti à l'islam et qu'on est chrétien et qu'on a en conversion, dans la mesure où on vient d'une autre religion, on n'a pas le droit d'y repartir ou de changer d'avis. Non, vous n'avez pas le droit. Une fois à l'intérieur, vous ne pouvez plus sortir. La mère de la Houma et le père disparus trop tôt. C'est une notion, vous dites, ça intervient souvent dans l'apostasie. C'est un déséquilibre qu'il y a entre le... En fait, l'apostasie, telle que moi je l'ai épinglée ici en France, en 2023, quand j'ai commencé, 2023-2024, n'est pas complètement imperméable. Ce ne sont pas des personnes imperméables à l'Occident, à ce qui se passe dans notre pays. Et donc, finalement, les pères, ou l'absence du père, ou la disparition de la figure paternelle, c'est un sujet qui nous concerne tous et qui nous concerne énormément, nous, dans nos cabinets aujourd'hui. Il y a quelque chose de l'image du père, symbolique, de la loi, qui est en train de disparaître avec, pour moult et moult raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas ici. En revanche, donc, le père aussi, musulman, lui aussi, il disparaît. Lui aussi, avec l'explosion, si j'ose dire, des divorces, des séparations, etc. Et il se retrouve, dans des familles où la loi symbolique, en tout cas du père, disparaît et qui donne la toute-puissance à une mère qui ne sait pas faire autrement que de passer elle-même le témoin de l'oppression et de la soumission. Donc l'enracinement familial, l'identité familiale est liée à l'appartenance à la religion. En sortir ou y renoncer, c'est perdre son identité, c'est ne plus être personne, ne plus avoir de référence. Ne plus savoir qui on est, Et c'est là que le sujet que je traite ici devient intéressant, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui se retrouvent, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, dans non seulement un vide ontologique, mais en plus dans des difficultés psychiques énormes. Et c'est pour ça que je le dis à un moment, c'est un appel aussi à dire que c'est un problème de santé public. Ce sont des personnes qui vont pas très bien, qui ne savent pas, qui ne comprennent pas pourquoi leurs parents ou leur mère choisit la Oumma plutôt que leur fils. Ça, c'est, je cite vraiment ce que me dit un apostat. Et donc voilà, ce sont des gens qui ont besoin d'être aidés, d'avoir des endroits où ils peuvent aller être pris en charge, des psychologues, etc., sans être menacés ou ostracisés. On a pu voir chez les Juifs, si on se marie avec un non-juif, il y a des ruptures terribles avec une forme de... Tu sors de la famille, je ne veux plus, j'ai connu des cas personnels avec des tragédies, et un chrétien qui se marie avec une juive, c'est l'antisémitisme, voilà, il y a une forme de bannissement, mais voilà, on n'est pas pour autant, j'allais dire, désagrégé dans son identité. Là, on sent qu'il y a une désagrégation, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'apostats en islam, peut-être qu'on pourrait en compter, parce que c'est tellement risqué, c'est tellement traumatisant, c'est tellement éprouvant, qu'on n'envisage même pas, si je comprends bien. Alors, votre question est très pertinente parce que finalement, je me suis penchée sur un groupe qui est un groupe militant, qui se dit apostat. Mais il y a énormément de ce qu'ils appellent, eux, les musulmans couscous, qui se disent musulmans identitairement, voilà, couscous. Souple. Et il y a énormément de mariages mixtes, qui réussissent énormément. Qui mangent du porc. Qui boivent du vin. Et j'en ai parmi mes amis. Et ce sont de très bons musulmans. Et ce sont, de très bons musulmans. Ils sont d'identité. Oui, quand je dis bons musulmans, ils vivent leur foi. Et la question de la foi, pas de foi. Ils se disent très bons musulmans, voilà. Oui, mais ce n'est plus une question. Même ils ne sont pas dans les codes stricts. Voilà. Eux, il s'agit d'un groupe de militance, ceux que j'ai interrogés, qui se mettent sur les réseaux, qui ont fondé le Cercle des Apostats, qui ont des associations, etc., pour dire
le désir d'être reconnu en tant que minorité. Ils sont en dissidence politique, comme le marxisme soviétique pouvait en avoir, et c'était passible de peine de mort également sur d'autres paramètres et avec d'autres critères. Absolument. Mais enfin, on sort quand même d'une forme de communauté dont la sortie vaut non seulement exclusion, mais risque de suppression. Ce qui veut dire, Sonia Zadig, que ceux qui passent à l'apostasie aujourd'hui en 2025 sont souvent obligés de le dissimuler ou de feindre d'avoir gardé la foi tout en ne l'ayant pas. Autrement dit, l'apostasie aujourd'hui, j'espère que ce n'est qu'un moment dans l'histoire et qu'on va passer à autre chose, d'où nommer l'apostasie pour que ce signifiant-là circule dans la sphère publique, c'est aussi les sortir un peu de leur clandestinité. C'est-à-dire que la majorité d'entre eux disent « je ne veux pas, je ne veux pas avoir une mort sociale, je ne veux pas le dire à mes parents, ça les tuera, je ne veux pas enlever le voile », parce qu'il faut savoir aussi que ces personnes, en général, ceux que j'ai interrogés, c'était des gens extrêmement religieux. Hein. Et donc, pour les femmes, elles étaient voilées, elles le restent. C'était pas des musulmans couscous, c'était peut-être des gens qui pratiquaient de façon très rigoureuse. Très rigoureuse et qui sont non sortis. C'est cette rigueur qui, à un moment donné, a pu engendrer en eux un doute ou un malaise par rapport à les exigences confessionnelles. En fait, j'énumère plusieurs raisons à l'apostasie. Voilà. Une des raisons, c'est ce qu'ils appellent... comment ils appellent ça, je me souviens plus, mais quelque chose dans la cognition qui ne marche plus. Quand on leur dit, alors qu'ils ont fait des études, etc., que c'est la parole de Dieu et que Dieu qui est si omniscient. C'est la shahada, c'est ça? Non, pas la shahada. Vous me direz ce qu'est la shahada. Dissonance, voilà. Il parle de dissonance cognitive, puisque dans le texte sacré, dit sacré, la terre serait plate, par exemple. Et c'est ce que Okasha travaille. C'est les vérités scientifiques qui n'en sont pas, puisqu'il se targuait depuis toujours que le texte est un historique, qu'il n'a jamais été modifié, que c'est la parole directe de Dieu, et ils se rendent compte petit à petit qu'il y a des choses qui ne leur conviennent pas, par exemple le mariage avec une petite fille de 9 ans, les dissonances cognitives, les vérités scientifiques, la différence entre les femmes et les hommes. Ils sont quand même infiltrés par les lumières de l'Occident. Ils ne sont pas... ils sont pas au fin fond de je ne sais quelle tribu. Ils savent, avec tout ce qui arrive aujourd'hui sur les conditions des femmes, sur l'esclavage, etc. Et ils se rendent compte que, là je doute. Et à partir du moment où il y a un doute, il y a, comme ils disent, changement de logiciel et sortie. Ce qui signifie, Sonia Zadig, que lorsque l'on décide de sortir du cadre confessionnel, est-ce qu'il y en a qui l'assument et qui décident, moi je reste dans ma communauté confessionnelle et je proclame que je ne crois plus en Allah, que je ne suis plus musulman. Ils veulent rester dans leur communauté. Est-ce qu'ils peuvent le proclamer ou c'est immédiatement l'objet d'une rétorsion, c'est immédiatement l'objet d'un rejet. D'un rejet absolu, qui total. Peut être formel, sans que ça soit violent, ça peut être crispé, quoi, je veux dire. Ce qu'ils disent dans les témoignages, je ne veux pas être la mère je veux pas être la mère d'un kafir, tu sors. La communauté, la minorité apostate contient aussi une minorité homosexuelle. L'homosexualité, encore une fois, voilà. Donc ils sont, mais on peut pas vivre sa non-foi d'une manière tranquille. Donc la solution, j'allais dire hélas la plus simple, c'est de quitter la communauté, de partir, voire de voyager. De voyager, de partir, ou de faire de la takia à l'envers. C'est-à-dire de faire semblant... La takia, c'est l'autorisation par le Coran de se dissimuler au cas où la croyance musulmane serait l'objet d'une rétorsion de la part d'autres religions ou d'un pouvoir politique. Et là, c'est une takia positive, j'allais dire. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait semblant de continuer à croire pour ne pas être ennuyé. Et en fait, on ne croit pas, et comme ça, on a la paix. Voilà. Exactement. Et c'est pour cela que ce livre pourrait, je l'espère, être important dans le sens où le public... Il devrait, en tout cas. Il devrait. Vous êtes courageux aussi de souligner tous ces aspects qui sont totalement inconnus de l'opinion publique. Je pense que quand un concept circule dans la sphère publique, il se banalise. Et il atteint aussi les oreilles des familles, etc. Et c'est peut-être un travail de conscientisation et un appel à la France, à la République, en tout cas la loi, de faire tiers entre ces personnes qui se disent
françaises, qui sont françaises, et d'être protégées pour leur liberté de conscience, qui est quand même l'article 1 de la Constitution. Bien entendu, il n'y a pas de clergé proprement dit dans l'islam, il y a des autorités morales, il y a des dignitaires. Est-ce qu'il y a une police de la pensée qui surveille et qui est censée repérer un petit peu ceux qui feraient une takia d'apostasie en la dissimulant, ou on le voit tout de suite? Je pense que, alors là, moi je dirais pas une police au sens iranien, si vous voulez du terme, mais j'en parle dans le texte, dans mon livre, sur le regard de l'autre. C'est-à-dire tout le monde surveille tout le monde, mais ça c'est toutes les, si vous voulez, tout ce qui est clanique, tout ce qui est tribal, marche comme ça, par principe. Et donc finalement, oui, certains apostats m'ont dit, mon père a vu que je ne faisais plus la prière 5 fois par jour. On m'a dit, mais pourquoi tu vas plus à la mosquée, etc. Donc il y a quand même un œil. Tout le monde, bien sûr, il y a un œil, quoi. Oui, le regard est très très important, le regard, la réputation, etc. Nous sommes avec Sonia Zadig qui nous a livré un document historique sur les enfants perdus de la République. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Sonia Zadig, nous parlons des enfants perdus de la République, ceux qui ont décidé de sortir de l'islam au péril de leur vie, même s'il n'y a pas eu de mort. En tout cas, c'est un enfer. C'est un ouvrage qui est édité aux éditions Fayard. Sonia Zadig, on va se pencher sur quelques-uns des nombreux cas que vous citez, dans une diversité inouïe de situations, de configurations, avec des phénomènes effectivement familiaux, psychologiques, psychanalytiques. Et vous distinguez les femmes qui ont fait l'apostasie et les hommes. La douleur féminine de l'apostasie, c'est plus douloureux pour une femme musulmane de quitter la religion? Je pense que c'est... Alors, loin de moi l'idée de hiérarchiser les souffrances des uns et des autres, mais je pense que la femme, c'est ce qu'on appelle la dans la Oumma, c'est-à-dire la mère, elle porte absolument tout. C'est un édifice, c'est un pilier de transmission, de filiation, etc. Et donc, on s'occupe beaucoup plus de l'éducation, si vous voulez, religieuse des petites filles. Et c'est un haro sur le corps. Finalement, on leur dit, ton corps, tu dois le préserver, par le biais de la virginité, par le biais de la honte, de la pudeur. Vous voulez dire que la mère transmet la confession. Donc, si on est de père musulman et de mère non musulmane, si on veut être musulman, c'est une conversion ou on l'est quand même par son père? Non, en fait, normalement, sauf cas exceptionnel, lorsque vous épousez une étrangère à l'islam ou un étranger, il faut absolument qu'il y ait conversion. Il n'y a pas de discussion. Le fait de ne pas qu'il n'y ait pas conversion est une sortie quelque part. C'est déjà une. C'est pas possible. C'est péché. Vous parlez alors tous vos exemples, c'est l'histoire de. Alors, c'est très très beau. L'histoire de Zara, la femme mélancolique. Pourquoi est-elle mélancolique, Zara? Alors, c'est une des rares que j'ai rencontrées vraiment dans un café. Donc, je raconte l'histoire de cette femme qui se dévoile à 40 ans, parce qu'elle était voilée, elle était salafiste, elle l'est plus, elle est apostate. Elle était salafiste, elle raconte sa vie absolument... Et donc, elle arrive... Pour la première fois de sa vie, elle est née en France. Elle arrive, elle enlève ce voile pour entrer boire un café avec moi pour me raconter son histoire. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle post-livre et elle m'a dit que je devais... Évidemment, ce n'était pas son prénom, on est d'accord. Non, bien sûr. Ce que je devais dire, c'est plutôt au-delà de la violence qu'elle a subie, au-delà de la misère culturelle, psychologique qu'elle a vécue, dites quand même que c'est par la pensée que je suis sortie. C'est parce que j'ai douté, parce que je suis... elle avait une petite formation de scientifique. C'est parce qu'on m'avait interdit, disait-elle, de penser que c'était possible, la théorie de l'évolution, et que je m'y étais intéressée. Je suis sortie par la pensée et non pas parce que j'étais pas bien ou on m'a battue ou autre. On peut dire qu'elle reste musulmane, j'allais dire, dans sa culture, sans que ce soit... C'est ça la problématique finalement, c'est-à-dire... Elle ne renie pas tout. Ses origines, sa famille. Bien sûr que non, et c'est ce que demandent les apostats. Elle renie un rituel, elle renie un dogme. Voilà, exactement. Mais peut-on renier le dogme sans se renier? C'est ça la question éminemment éthique que pose ce livre. C'est-à-dire que personne n'a envie de dire je ne suis pas d'origine arabe, par exemple. Ils veulent le rester, bien entendu. Bien sûr.
Et la République ne l'interdit pas. Mais c'est collé, ce signifiant-là est collé à l'identité musulmane. L'intégration n'est pas une interdiction de préserver ses origines. L'assimilation est une décision personnelle de dire j'oublie tout, je deviens un être nouveau dans les valeurs de la République. L'assimilation. L'intégration qui est la base de la laïcité, c'est qu'on n'oublie pas d'où on vient, mais on devient un citoyen de la communauté française et on garde ses religions, ses valeurs. Hadjar, vous dites, histoire de Hadjar, c'est haro sur le corps et ravage maternel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire que finalement, moi j'ai toujours dit, j'ai toujours proclamé, et j'espère que c'est un vœu qui sera un jour réalisé, que tout cela, toutes ces emprises, toutes ces soumissions ne seront possibles à traverser que par le biais des femmes. Et je pense que c'est la femme qui donne justement, à son insu, sûrement d'une manière inconsciente, ce bâton de la soumission et de l'oppression. Et je pense que les femmes, quand elles commenceront à dire à leurs enfants, à leurs filles, qu'elles ont le droit d'aimer et de désirer, et d'avoir un corps pour elles, et non pas d'être la fille d'eux ou la femme d'eux, peut-être qu'on aura une possibilité de sortir. C'est haro sur le corps, c'est ça. C'est de dire ton corps ne t'appartient pas. Ton corps est garant de l'honneur de la famille. Tout cela, en 2025, devrait s'arrêter. Vous voulez dire, Sonia, que féminisme et islam sont totalement incompatibles? Pour moi, oui. Même s'il y a une tendance comme ça, chez certaines féministes, de dire mon voile, ma liberté. Forcément. Permettez-moi d'en douter. Des époux musulmans qui acceptent que leur femme s'émancipe, si je peux m'exprimer ainsi. Bien sûr. Et peut-être dans la majorité. Zineb, l'histoire de Zineb parle de dissuasion de la peur. Ça veut dire quoi, dissuasion de la peur? Alors, en fait, et ça c'est vraiment, je ne me fais que le porte-parole, si vous voulez, ou la caisse de résonance de ces apostats. On a bien compris. Qui me racontent dans leur enfance, c'est quelque chose aussi que je connais d'une manière assez lointaine et différente, mais que j'ai connu. C'est-à-dire que tout de suite, on vous dit, tu n'as pas le droit de réfléchir, tu n'as pas le droit de penser, attention, et on vous raconte tous les châtiments de la tombe, on vous raconte tous les châtiments de l'enfer, etc. Et donc, du coup, ça reste, quand on est un enfant et qu'on est réceptacle d'une parole aussi traumatisante, finalement, ça reste sur le corps. L'histoire de Wassila met en contrepartie la traîtrise et la loyauté. Traîtrise et loyauté, Wassila. Eh ben, on considère, effectivement, et ça vient quand même conforter dans l'idée que l'islam n'est pas une religion, mais une loi et une identité, que lorsque vous quittez une foi, c'est pas comme si vous quittiez une foi, une religion comme ça. Enfin, vous avez le droit de être chrétien et de rester français. Et on vous met dans la tête que si vous quittez l'islam, vous reniez complètement vos origines, vous reniez votre identité, votre clan, votre communauté. Il y a une difficulté à départir, et d'ailleurs on retrouve ça, c'est passé dans le public, ça, c'est passé en France, c'est-à-dire à partir du moment où moi on peut me dire ah bon, vous êtes d'origine tunisienne, vous êtes musulmane, donc non, on a le droit d'être athée, on a le droit de ne pas croire ou d'être d'une autre religion. Si je décide d'épouser la religion juive, par exemple, j'ai le droit. Ça, c'est le principe de la loi républicaine. C'est ce que définit la loi de 1905. Voilà. Avec Saïda, vous parlez de la houchma, un sentiment de honte. La houchma. Ouais, la chouma. Alors là, j'explique que c'est un mot très intéressant parce qu'il est polysémique, il ne veut pas dire honte, il veut dire aussi pudeur. Il vient quand même régler absolument tous les rapports sociaux. Il y a quand même une emprise culturelle très importante où on vous dit tais-toi. C'est haïb, c'est hachouma, il ne faut pas le dire, etc. Et donc vous voyez, elle dit mais c'est peut-être la honte que je fais. La chape de plomb. La chape de plomb. Sonia, nous avons Safia qui nous appelle de La Courneuve. Bonjour Safia. Bonjour à tout le plateau. Bonjour Sonia Zabib. Donc je suis quelqu'un d'assez persistante et je vais aller droit à mon interpellation par rapport à votre bouquin Les enfants perdus de la République. Et comme je disais, personnellement, ce qui m'interpelle dans votre production, c'est le nœud et je voudrais que vous tombiez le masque quelque part, c'est qu'effectivement, quel est votre message et quelle répercussion, impact vous voudriez que ça ait sur le lecteur, déjà d'une part, mais aussi sur le fait collectif.
Ah oui. Mon message est très simple. J'apporte une lecture en fait clinique, hein, c'est-à-dire que je ne décris pas uniquement des témoignages. Je rappelle que vous êtes psychanalyste. Hein. Voilà, psychologue et psychanalyste. Vous êtes donc une professionnelle. Et donc en fait, je décris une minorité non religieuse et qui n'a pas de protection spécifique en France. Et finalement, je décris comment un être qui était emprisonné, si vous voulez, tel que eux ils le disent, dans une hétéronomie, comment il devient autonome, comment un sujet peut se départir. C'est en tant que psychologue que j'apporte cet éclairage-là, et en même temps de questionner sur l'idée qu'il n'y ait pas de dispositif spécifique pour protéger cette minorité en France. Voilà ce que je dis, simplement. Et ce n'est absolument ni un brûlot contre l'islam, c'est vraiment une photographie à l'instant T où j'interroge ces personnes. Comment se fait-il qu'en France, aujourd'hui, on ne puisse pas se libérer d'un carcan, de quelque chose qu'on pense être un carcan pour soi. Voilà. Safia, vous vous positionnez par rapport, j'allais dire, au travail de Sonia Zadig. Vous vous sentez concerné? Pas du tout. Vous êtes plutôt en contradiction ou vous comprenez la démarche de Sonia Zadig? Ah oui, moi directement, pour moi c'est un action de neutralité purement scientifique. Un psychanalyste va écrire un bouquin, il étudie des vastes de toute façon par rapport au sujet qu'elle veut entreprendre. Et moi j'ai le ressenti qu'elle a. Je n'ai pas de sujet quand j'observe dans l'observabilité, on va dire objectivable. Et je sais qu'il y a une couche de population, des communautés maghrébines qui sont dans un malaise parce qu'elles sont complètement, tout est dissonant, ça c'est clair, net et précis, je corrobore. Et par contre, de l'autre côté, qui est pas pertinent, c'est les études et les enquêtes, quand on va comme ça faire exploser des études où est-ce qu'on dit qu'ils sont complètement... La jeunesse est radicalisée, alors qu'on sait qu'il faut une affiliation spirituelle. On est à la fois un corps spirituel, on a un corps physique et on a un cœur. C'est l'alignement de l'humain, il a une quête spirituelle originelle. Vous m'entendez? Oui, parfait. Safia, je voudrais vous répondre. Lorsqu'il y a eu ce sondage la semaine dernière, je crois, il y a 10 jours, et que j'étais intervenue là-dessus, j'ai bien dit que ça se radicalise. Je n'ai pas parlé des musulmans. En fin de compte, toute la société aujourd'hui se radicalise sur des positions parce que nous avons une perte d'identité dans ce pays, parce que nous ne pouvons plus rêver ensemble. Nous n'avons plus un récit commun. Et donc les gens, ils se replient sur des positions connues. Les musulmans deviennent plus radicaux, tout secteur de la population. Toute et donc en fait, voilà, il faut vraiment, cette radicalisation de la jeunesse qu'on dit ne m'étonne absolument pas, parce qu'il y a une radicalisation de l'autre côté de tout, quoi, dans la toxicomanie, dans les troubles psychiques, tout ce que vous voulez. Et donc en fin de compte, c'est pas finalement juste l'islam, c'est qu'il y a un malaise dans la culture, il y a un malaise dans la République. C'est ça que je dis, moi. En fait. Exactement, donc je pense qu'on a la même observabilité et c'est pour ça qu'on est dans un système où est-ce que tout est segmenté, en fracturation et qu'on... Exactement. Ça, c'est une réalité qu'on passe à corps, c'est assez très violent, mais après je pense que c'est viral et c'est mondial malheureusement. Mais enfin, c'est l'ère du temps et l'ère du monde, je dirais pour le coup. Je vous souhaite une excellente après-midi, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour votre appel, Safia, vous nous rappelez quand vous voulez. Vous restez avec nous sommes avec Sonia Zadig et nous essayons de comprendre pourquoi l'apostasie dans l'islam est punie j'allais dire, de sanctions, en tout cas morales et mentales, à défaut de sanctions physiques. Nous sommes avec Sonia Zadig qui parle des enfants perdus de la République, des tragédies, des souffrances. Ils ont décidé de sortir de l'islam au péril de leur vie, et c'est aux éditions Fayard un document sociologique, philosophique, humain surtout, et puis historique, parce que c'est une réalité à laquelle on ne s'attend pas. Et alors vous dites bien qu'ils ne sont pas majoritaires, mais il y en a quand même quelques cas. Sonia Zadig, quelles sont les étapes de l'apostasie? Il y a le zèle religieux, un vécu traumatique, comment ça se passe? En général, c'est ce que je dis, en tout cas pour ceux que j'ai interrogés, c'était des religieux qui ils étaient même dans un espèce de zèle religieux. Pour certains, ils étaient radicalisés, d'autres étaient fichés S, d'autres ont presque rejoint Daesh.
voilà, c'est des histoires de vie très, très Est-ce qu'on peut considérer que l'intégrisme, le salafisme et les frères musulmans, le fait d'être trop rigoureux peut, j'allais dire, susciter une méfiance, peut engendrer un éloignement. C'est tellement dur à vivre par rapport à nos valeurs actuelles qu'on se dit il y a un problème. Alors qu'un islam tolérant et ouvert, bon, finalement on l'assume, on le vit tranquillement. Si ça devient trop oppressant, on a peut-être tendance à dire mais ça correspond pas à ce que j'ai envie de vivre. Je pense que ça peut marcher, mais pas systématiquement comme ça. Parce que lorsque vous êtes complètement dans quelque chose de rigoriste et de fermé, c'est très compliqué au contraire de sortir, quoi. Alors, il n'y a pas que des femmes qui sont confrontées à l'apostasie, même si c'est plus douloureux pour elles. Les hommes aussi, et pourtant la démarche, j'allais dire, de liberté de conscience est la même chez la femme que chez l'homme, mais ce sont des cas très intéressants. Je vais commencer par exemple par parler de Ayoub. Lui, c'est à toute puissance maternelle, défaillance du père et répercussions psychiques. C'est quoi? C'est une dualité entre l'autorité du père et de la mère? Mais finalement, quand il n'y a pas l'autorité, c'est ces trajectoires-là que je décris, c'est plutôt des cas cliniques que je décris, hein, pas... cet enfant, quand il était enfant et le père est défaillant, soit il est retourné au bled pour faire famille ailleurs, soit il est au chômage, il boit, ou il va dans les mosquées. Enfin, c'est très complexe. Le gamin se retrouve face à une mère seule qui exerce ce qu'on appelle, nous, en psychanalyse, une toute-puissance maternelle, oui. C'est-à-dire sans tiercité, sans qu'il y ait coupure et introduction d'une loi symbolique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se détourne de tout cela et il va trouver des identifications ailleurs, avec les frères, si vous voulez, du quartier. Et depuis quelques années, quand même, beaucoup d'années maintenant, il y a les messieurs là qui s'occupent des conversions des uns et des autres. Vous voyez? Et donc finalement, justement parce que la famille nucléaire, où le père, l'absence de la figure paternelle construite et qui construit aussi, et le désarroi de la mère, c'est là que ça part. Il n'y a pas dans les apostats que des musulmans français d'origine arabe ou maghrébine. Il y a aussi des non-musulmans qui se sont convertis. Mathieu, c'est la conversion renaissante, c'est-à-dire qu'il est allé. Exactement. Il est d'un quartier chic. Quartier chic. Il est du 6e. Il a fait les meilleurs lycées en France. Et il a été attiré par l'islam. Alors, il me raconte, et ça c'est quelque chose de très intéressant, et en fait, ça vient enlever un espèce de biais de confirmation, où on pense que ce sont que les personnes sujettes à de la délinquance, qui iraient, ou qui sont dans la toxicomanie, etc., qui iraient se convertir. Ben, pas du tout. C'est un garçon tout à fait... Voilà, c'est inédit quand même, cette histoire, et c'est pour ça que je l'ai publiée, parce qu'il dit, moi, j'ai retrouvé une espèce de solidarité intracommunautaire. Je me suis sentie quand même comme l'élu, parce que vous savez que quand on convertit quelqu'un, eh ben, c'est une grande BA que vous faites, et donc il était considéré comme le Messie, quoi. Enfin, il a trouvé des repères et des principes qu'il ne trouvait pas dans les valeurs. Ils aimaient qu'on n'avait pas le droit en France de parler de notre histoire parce qu'elle est honteuse, dit-il. Et donc, il a trouvé qu'on pouvait se permettre d'aimer une Oumma à défaut d'aimer la France, parce qu'il trouvait qu'il y avait une interdiction sur l'amour que nous avons de la France, puisqu'on n'a même plus le droit aujourd'hui de brandir le tricolore sans se faire accuser de fascisme. De fascisme. Alors, il y a aussi l'histoire de Charles, aussi, elle est passionnante, de l'addiction à l'addiction, avec des parents athées, 68 ans, enfin le milieu de l'ultra-gauche. Voilà. Il se convertit à l'islam, et puis il en repart. Il se convertit à l'islam, alors de l'addiction à l'addiction, c'est-à-dire que finalement, beaucoup de personnes sujettes à de la toxicomanie peuvent trouver une solution provisoire, certes, mais une solution dans l'islam, parce qu'il y a une prise en charge, ce qu'on appelle un portage social. Il y a une moralité qui peut attirer des gens qui se sont un peu paumés. Exactement. Et donc, ça l'a débarrassé tout de go, comme ça, de son addiction, sauf qu'il en est sorti pour des raisons très complexes, et il est passé à l'addiction, c'est-à-dire que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est plutôt analyser toutes les chansons de rap, et ça c'est super intéressant, qui viennent implanter dans le cerveau de nos concitoyens, de nos jeunes, la haine de la France, et la haine des femmes, et enfin tout ce qui est masculiniste, etc. Et donc j'en donne quelques exemples dans le livre. Donc l'islam, il y a paradoxalement un endoctrinement très rigoureux sans clergé.
Il n'y a pas le curé, l'évêque, l'archevêque, le pape, il n'y a pas de Vatican. Et pourtant, on a une structure, une organisation et un système de pensée extrêmement contrariant et contraignant pour ceux qui fait qu'à un moment donné, on a envie de s'en émanciper. Vous pensez que ce phénomène, là, on est en train de constater plutôt une islamisation qui progresse à travers le monde. Est-ce qu'un jour il peut y avoir un tel état de conscience et de sens de réalité? Moi, ce que j'observe, c'est plus compatible avec la réalité. Moi, ce que j'observe, c'est plutôt vraiment, je reste très clinique, etc. Et je suis pas une exégète de l'islam, ni sociologue d'ailleurs, ni journaliste, plutôt psy. Ce que j'observe, c'est quand même une perte totale des repères. Dans nos pays occidentaux, il y a quelque chose d'un virage anthropologique, on ne sait plus qui on est, et on s'accroche à ce qu'on peut. Certains s'accrochent à la drogue, d'autres s'accrochent à l'islam. Et l'islam peut être un refuge. Absolument. Pour des gens qui sont... Et donc remettons l'église au milieu du village, reprenons des identifications républicaines, remettons l'ascenseur social en marche, faisons en sorte que l'école soit génératrice de rêves pour nous tous, et peut-être que... Je vois en vous, chère Sonia Zadig, une grande républicaine, et vous nous prouvez qu'il y a encore beaucoup de potentiel et beaucoup de ressources dans notre République pour qu'on puisse habiter tous ensemble avec nos religions et nos croyances dans une cohabitation, une convivialité, j'allais dire, sereine, démocratique, libre. Il y a de la place pour tout le monde. Et les lois de 1905 que nous allons célébrer sont là justement pour nous permettre d'arriver à cette grande harmonie sociale. Merci d'être venu témoigner sur Sud Radio, chère Sonia Zadig. Je ne doute pas que nous aurons certainement l'occasion de nous revoir. Il se peut que je vous sollicite pour éclairer notre lanterne sur les questions qui touchent à l'islam. Merci à vous.